Bonjour à tous. Aujourd'hui, retour aux sources. Il y a très longtemps, presque 10 ans, sur la chaîne, j'avais fait ce rabot. Je m'en suis beaucoup servi, mais il a un gros défaut. Si vous regardez à ce niveau-là, la lumière, c'est-à-dire l'espace qui est présent entre le tranchant et la fin de la semelle, est beaucoup trop importante pour espérer en faire un bon rabot de finition. Cet appui juste devant le tranchant est extrêmement important pour limiter le risque d'arrachement. Donc, retour aux sources, je vais à nouveau refaire un rabot dans le style Krenov. Alors Krenov, c'était un ébéniste que j'aime beaucoup parce que dans son approche, il ne va pas faire un plan, se fixer un objectif de trouver un bois qui va lui permettre de faire le plan. Il va travailler un peu dans le sens inverse, c'est-à-dire il va être capable d'adapter ses projets. Il trouve un beau bois, par exemple, avec une jolie symétrie ou des choses comme ça, et il va concevoir son meuble autour. Il fabriquait ses outils. Bref, je trouve toute une approche alliant de la très belle menuiserie ébénisterie avec en même temps des outils à main, quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça fait partie des personnes que j'aurais aimé rencontrer ou qui, en tous les cas, m'inspirent beaucoup. Le projet d'aujourd'hui sera plus complexe que celui d'il y a quelques années, dans le sens où vous venez de me voir raboter avec un rabot Lie-Nelson, et l'objectif c'est de faire aussi bien que ce rabot Lie-Nelson dont les prix sont en train de complètement s'envoler, qu'ils deviennent complètement inaccessibles. Donc retour aux sources, peut-on faire un rabot en bois aussi bon que celui-ci? Le point de départ, ça va être d'avoir une semelle extrêmement lisse, extrêmement dure. C'est pour ça que vous m'avez vu travailler avec cette petite planchette de buis reconstituée. J'avais hélas pas de buis suffisamment grand pour travailler avec un bloc extrait d'une seule planche. Allez, c'est parti. On va faire les queues droites qui vont me permettre d'encastrer cette semelle dans un morceau de châtaignier. Mon idée, c'est de ne pas faire d'assemblage à queue droite dans la partie centrale, là où je vais avoir l'ouverture dans le fût du rabot, pour ne pas risquer d'avoir cet assemblage qui arrive. Et donc, je vais avoir mes assemblages à queue droite sur l'avant et sur l'arrière.
Donc une fois que j'ai retiré l'épaisseur de la lame, majorée d'1 millimètre, il me reste encore 22 mm, ce qui est très largement suffisant parce que sur cet ancien rabot, j'avais des joues qui étaient à 8 mm. Donc je vais partir sur les mêmes proportions. Donc je vais retirer de chaque côté une bande de 1 cm ou de 9 mm, plus la voie de la lame de scie à ruban. Je devrais être bien. 10. La méthode plus traditionnelle, c'est l'utilisation ici d'un petit tourillon. Là, je gagne du temps. Ce qui est important, c'est que le pré-trou que j'ai réalisé a le diamètre de la partie non filetée de la vis, ce qui me permet d'obtenir un centrage de mes pièces après, quand elles seront découpées, qui restera parfait. À ce stade, il est extrêmement important de ne plus mélanger les pièces. Donc, on va noter l'avant du rabot, ici. Voilà, ce triangle me donne le sens, je ne peux plus me tromper. J'ai la coupe qui va me donner l'axe de la lame qui est toujours repéré à ce niveau-là. Qui va également me faire un repère. Je réouvre et je vais pouvoir faire mes coupes et mes tracés. À ce stade, selon le type de rabot que vous voulez faire, vous choisissez l'angle. Le mien sera 45 degrés, on va dire c'est l'angle habituel. Un rabot qui voudrait travailler des bois difficiles, j'ai envie de dire comme le buis, ou qui voudrait vraiment limiter les risques d'arrachement, on pourrait augmenter cet angle 50, 55 même, mais on obtient alors un rabot qui est plus difficile à pousser. De ce côté-ci, je vais couper ça. De l'autre côté, la coupe, elle se fera à 50 degrés avec un petit retour à plat, mais je trace ça après. J'ai revissé la partie arrière. Si je m'aligne ici au niveau de la partie avant, il ne faut surtout pas que l'espace ici soit trop important. Je vais procéder par tâtonnement et on voit bien que ici, je dois reculer légèrement. Et là, le décalage, il est d'environ 2 mm. Donc je vais faire ce décalage, je le mesure et je vais décaler ma coupe à ce niveau-là. Mes 55 comme ceci et mon petit pan vertical de quelques millimètres, je vais les décaler de 2 mm. Ce qui fait qu'au final, j'aurai une lumière nulle
mais qu'à la fin, j'irai avec une petite lime l'agrandir pour qu'elle soit juste de l'ordre du demi-millimètre à peine et espérer avoir un bon rabot. Là, je suis à 0. Lumière quasi nulle. Voilà, parfait. Prochaine étape, on peut se faire la rainure. Et si on sortait le plexi ? Donc ici, on a le support du fer, mais en face inférieure, on a la vis qui tient le contrefer et on va pouvoir venir se mettre comme ceci. Je vais donc réaliser ici une rainure. J'ai marqué l'axe. On voit ici tout l'intérêt d'avoir une presse en bout qui soit une presse ouverte. Je viens affleurer. Ici, je vais venir jusque là, je prends un peu de marge. Je prends le petit plexi, je vous mets une info pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce, il y a une vidéo détaillant sa fabrication. Ça me permet de placer la défonceuse sans mesurer. Ah, c'est pas assez large comme fraise. Un petit jeu, mais tout le travail de réglage de la lumière qu'on a fait tout à l'heure, il est bon. On se rend compte que voilà, j'ai un petit demi-millimètre de lumière, c'est tout ce que je veux. Prochaine étape, il faut pouvoir immobiliser la lame avec un coin qui va venir se mettre ici et qui doit avoir un appui. Si on reprend l'ancien rabot, l'appui ici, c'est un cylindre de bois avec deux petits tenons aux extrémités, mais en plus à l'intérieur un mets plat. C'est un peu de travail, mais c'est faisable. Je lui ai donné sa forme presque définitive, mais je ne vais pas faire les dernières finitions, les derniers ajustements, parce que si à la fin le coin il bloque plus à gauche qu'à droite, c'est lui que je vais pouvoir reprendre. Retour à l'intérieur du rabot, je vais venir mettre le coin dans sa position, un petit peu trop haut, et à partir de là, je vais tracer sur les joues, ce qui va me permettre de savoir où mettre ma barre transversale. Donc là, j'ai la petite traverse qui va venir permettre au coin de se bloquer et ce qui va verrouiller la lame. Cette petite traverse, je dois lui faire deux tenons ronds aux extrémités. Vous pouvez peut-être voir ici, j'ai fait deux marques
qui correspondent à la largeur de la lame, c'est-à-dire la partie intérieure du rabot. Ces deux marques vont me permettre de venir arrêter mon tenon. Je vais les aligner avec le haut de mon bois. J'ai monté un forêt à bois avec une pointe qui me permet de venir centrer tout mon montage. Toute la perceuse est verrouillée. Je retire ici et je monte une mèche à bouchonner. Ça n'a pas la précision d'un tour à bois, mais ça va me permettre de travailler suffisamment précisément. Ceux qui n'ont pas la mèche à bouchonner, vous pouvez tout à fait avec le chariot de coupe sur votre scie faire un petit tenon carré. Après, soit vous faites un travail à la lime ou encore au ciseau à bois pour petit à petit transformer votre carré en rond. Ça sera peut-être un peu moins précis, mais c'est tout à fait envisageable. Ici, je prépare la partie inférieure qui sera en appui sur le contrefer. Je viens affleurer avec mes deux tenons. L'avantage de se faire un rabot en bois, c'est qu'on va pouvoir le mettre à notre main. Si vous reprenez les rabots de Krenov, ils n'étaient pas parfaitement polis, ils étaient plutôt assez bruts de décoffrage. Et la forme que vous allez choisir, si ici je devais faire une copie, comprenez bien que je ne peux pas percer à ce niveau-là, parce que je serai au-dessus de cette ligne. Et donc il faudrait venir percer à ce niveau-là. Là, c'est important de remettre en place la lame, de remettre en place le coin. Mon coin, je vous l'ai dit, il va être ajusté, donc je vais même le remonter un petit peu, voire même encore un peu plus. Je préfère avoir à le réduire après. Je ne peux pas non plus mettre le coin trop bas, la petite traverse trop basse, parce que je n'aurai pas de pression. Donc, vous trouvez un juste milieu. Je préfère, moi, le faire comme ça en visualisant que de mesurer et de me référer à des plans. Si vous cherchez des plans, vous tapez plan, rabot, Krenov, vous n'aurez aucun mal à en trouver. Donc ici, eh ben moi, je vais faire un trou à ce niveau-là. Une petite erreur ne prêtera pas à conséquence. Là, je vais pouvoir réaligner toutes mes planches grâce aux traits de montage qui sont ici. Clac. Donc ici, on prend les deux en même temps, on les aligne, on les immobilise et on perce à la perceuse à colonne au bon diamètre. Globalement, le montage à blanc se passe bien. J'ai la lumière qui est un petit peu plus importante que prévu. Donc, je vais sûrement chercher à la réduire au moment du collage. Mais pour le reste, tout est en place. Donc, pinceau, colle, serre-joint et puis bien stabilisé sur une surface plate. Pour moi, ça sera l'établi. Avant de le démonter, j'ai envie de tester quelque chose. J'ai vu dans une vidéo une personne qui mettait de la cire dans les coins à ce niveau-là, avant de le démonter, avant de mettre la colle, ce qui permet éventuellement aux bavures de colle de ne pas accrocher.
ça mange pas de pain. Je teste cette méthode. Que doucement au départ, je veux vraiment vérifier que la semelle est parfaitement en contact. Ok, ici un peu trop même. À ce stade, le rabot est quasi fonctionnel. Je peux mettre la lame, je peux la coincer. La lumière est quasi à zéro, donc il va falloir que je l'ouvre très doucement avec une petite lime. J'ai des petits décalages forcément au niveau de la semelle. Je vais mettre le rabot en état de fonctionner avant de lui donner une jolie forme. En théorie, là, il y a tout ce qu'il faut, mais ça ne sert à rien de le mettre maintenant en forme si jamais ça ne fonctionne pas ou si jamais il y a des difficultés. Donc ici, hop, un petit coup de rabot sur la semelle. Par contre, il... Trop. Je pense qu'il mérite qu'on le rende très beau à partir de maintenant. Je pense que le pari est déjà gagné. Pour la mise en forme, il n'y a pas beaucoup de points délicats, c'est vraiment esthétique. Vous pouvez y mettre des angles, vous pouvez y mettre des courbes, enfin bref, vous êtes plutôt un designer nippon ou vous êtes plutôt un designer italien, ça c'est votre problème.
Le point important, ici, on doit pouvoir tapoter sur les côtés. Et ce qui fait qu'à ce niveau-là, c'est ma limite haute. Je veux pouvoir régler ma lame en gauche-droite, donc je ne dois pas aller plus loin que ça. Vous faites attention également à votre axe ici, il faut garder du bois au-dessus pour pas que ça risque de fendre. Pour le reste, vous faites ce que vous voulez. On peut partir d'un rabot numéro 4 classique, vous voulez faire un plus grand, un numéro 5. Là, c'est une lame en 45, il en existe en 50. Il en existe des plus longues également, des lames comme ceci. À ce propos, ça me fait extrêmement plaisir de donner un petit coup de pouce et un petit coup de promo à mon pote Michel Oriou qui a toutes les lames des fer hook comme ça sur son site. Ça sera un lien dans la description. Allez voir ici, ça coûte pas grand chose une lame comme ça et ça sort un rabot juste fabuleux. Donc vous avez toutes les dimensions que vous voulez. Les points délicats, c'est on garde de la hauteur pour le réglage et on garde de la matière au-dessus. Pour le reste, eh ben, c'est libre cours à votre imagination et j'ai envie de dire à la forme de vos mains, de ce que vous avez envie de ressentir en touchant votre rabot. Gros ou tu les préfères petits les copeaux? L'arrière a sa forme qui correspond à ma main. On pourrait, et j'ai eu envie de le laisser comme ça brut de plane, cependant je trouve que ça ne va pas, ça ne va pas être raccord avec la finesse de petit assemblage à queue droite et l'ensemble des deux. Donc je vais aller jusqu'au fini, jusqu'à l'objet un peu plus poli. La plane que vous venez de me voir utiliser, c'est une plane qui vient également de chez Michel Oriou. Il n'est pas le sponsor de la vidéo, c'est juste un super copain et ça me fait hyper plaisir de parler de ses outils. Et quand je lui prends une plane et que je récupère une plane qui est signée de ses forgerons, eh ben, je trouve ça juste génial. Et cet outil est d'une précision, d'une qualité qui est juste incroyable. Je pense que c'est même pas la peine de le dire. Petite remarque en passant, vous pouvez remarquer que je l'utilise en faisant levier sur le rebord de l'établi, ce qui fait qu'elle se transforme petit à petit en cet outil qu'utilisaient les sabotiers. Je ne sais absolument pas comment ça s'appelle, mais c'était une sorte de grande lame qui était accrochée d'un côté et qui avait une poignée de l'autre, qui permettait justement en faisant levier comme ça de mettre en forme. Si vous connaissez le nom de cet outil, je veux bien que vous me le mettiez dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours ces vieux gestes, ces vieux métiers.
Le rabot est mis en forme. Là, on en a déjà parlé, c'est vraiment une histoire d'esthétique. Je vais vérifier avec un jeu de cale de mécanicien. J'ai sorti là la plus fine 5 centièmes. Que ici, au niveau entre la barre et le coin, je suis bien en appui. Ici, j'ai un très très léger décalage. Je vais reprendre ça. Je vais en profiter également pour très légèrement creuser ici. Je souhaite que l'appui se fasse devant et derrière. C'est extrêmement important que le coin vienne bien appuyer sur l'avant, proche du tranchant. C'est ce qui va limiter au maximum les vibrations. Si j'appuie loin du tranchant, eh ben, j'ai toute la place pour vibrer devant. C'est un peu comme quand vous essayez de couper un bout de bois et qu'il dépasse de 50 cm de votre étau, il se met à vibrer sous l'effet de la scie. Donc ici, je manquais un tout petit peu d'épaisseur d'un côté. Et je veux vérifier, surtout pas de bosse au milieu. Difficile de vous montrer, mais j'ai un contact en bas, j'ai un contact plutôt sur le haut et un léger ray de lumière au milieu. Voilà, il n'y a pas grand chose. Pareil, pour ce qui est des ajustements, je vais mettre le rabot en tension, c'est-à-dire je ne sors pas la lame complètement, mais je vais mettre le coin. Je tapote à peu près de la même manière que je vais tapoter plus tard. Je peux descendre un peu plus la lame quand même, mais elle ne dépasse pas ici. Là, le rabot, il est en tension et je vais aller me mettre sur une surface de référence. J'ai plus qu'à essayer de glisser ici une toute petite accroche sur le bord. C'est vraiment pas sensible à la fin. Mon rabot à ce stade, il fait des copeaux fins, il est plat. Mon coin est ajusté, ma semelle, enfin l'assise de la lame, c'est pareil, je suis propre depuis le départ et ça je l'ai vérifié bien avant. Je pourrais éventuellement mettre du crayon sur l'arrière de la lame et le mettre en place pour bien voir qu'il y a des saletés partout. Ici, vu les résultats, je ne suis pas tellement inquiet, je n'ai pas trop été faire cette vérification. Un petit coup de finition et on va pouvoir le tester réellement sur du vrai bois un peu difficile, voir comment il s'en sort. Donc, je vais fonctionner en 2 étapes. Je vais d'abord mettre de l'huile, ça va le nourrir, ça va faire ressortir les contrastes et quand tout ça sera sec d'ici un jour ou deux, eh bien, je vais cirer les parties qui ne reçoivent pas la lame, tout ce qui va être en contact avec les mains. Ici, la semelle, je le fais, j'ai envie de dire pour l'esthétique. Ça n'a aucun intérêt étant donné qu'elle va tout de suite être frottée, frottée, frottée et que cette finition va partir. Je ne mettrai pas de finition sous la lame. À ce propos, j'ai mis de la cire, vous vous rappelez, à la brosse à dents dans les coins pour faire partir la colle. C'est juste génial. Alors bien sûr, il ne faut pas que cette finition à la cire pose problème. Dans mon cas, ici, ça ne posait pas de problème. Mais si vous voulez tester, c'est incroyable. Le copeau de colle s'en va tout seul.
est sur un bout de châtaignier, il est juste super droit. C'est facile de faire des copeaux. Je pourrais faire des gros copeaux, j'aurais quand même un joli résultat brillant comme ça. Par contre, là où je sais que déjà le rabot fonctionne hyper bien, c'est la manière dont les copeaux sortent. Le fait d'avoir une lumière qui est vraiment toute petite, ça guide le copeau sur la partie verticale, rappelez-vous, et hop, il est évacué. Ce qui fait une différence également par rapport à l'ancien modèle, c'est que j'avais un coin qui était beaucoup plus épais. Ici, je l'ai réduit au maximum et donc je risque moins de venir buter dessus. Là, en termes de réglage, j'ai un petit peu moins d'un demi-millimètre de lumière et globalement un petit peu moins d'un demi-millimètre de jour d'espace entre le tranchant et le contrefrère. Je vous rappelle que le contrefrère, en anglais, on appelle ça le brise-copeau. Je ne vais pas vous faire l'affront de le dire en anglais, mais ça dit bien son rôle, c'est de venir casser le copeau pour l'évacuer. Donc, ici, hyper agréable à tenir en main. Très belle finesse de copeau. On va aller voir sur un bout de bois beaucoup plus rebelle. Faire des jolis copeaux avec un bois bien de fil, c'est extrêmement simple. Faire une finition au rabot lorsque l'on a un morceau qui est torturé avec du fil dans un sens, du fil dans l'autre, comme c'est le cas ici. Ici je monte, ici j'avais la proximité d'un nœud, ici je remonte dans l'autre sens. Ça devient beaucoup plus compliqué. Ce bois-là, il devient très fin. Je le traîne partout avec moi dès qu'on veut faire l'essai d'un rabot. Je l'avais avec moi à Épinal. J'ai fait tous les essais de mes rabots dessus. Donc, vous pouvez aller fouiller dans mes playlists rabots. Vous allez trouver des essais à propos de ce morceau de bois. Et il n'y a que comme ça, quelque part, qu'on peut se rendre compte qu'un rabot fait des bons copeaux. On peut avoir un rabot pourri dans du bois de fil. Il va être capable de faire du bon boulot. Donc ici, je ne sortirai pas des gros copeaux. Je sors des petites choses qui d'ailleurs s'évacuent un peu moins. On voit ici les essais off caméra. Parfois des copeaux, parfois pas de copeaux. Et l'idée, c'est de réussir à avoir une belle finition. Clairement, le mieux serait de passer le rabot dans ce sens-là et après de passer le rabot dans l'autre sens. Ici, je veux tester l'engin et donc je veux savoir s'il est capable de faire des copeaux même dans des conditions difficiles. Voilà, c'est pas photogénique. Je vais m'arrêter et je vais simplement vous montrer le résultat. On a, bien sûr, comme on est à contre-fil, un petit aspect qui est légèrement mat, mais on a un bois qui est parfaitement doux. Mais en l'occurrence, là, on n'a pas fait des jolis copeaux. Vous avez vu mon sourire sur les derniers plans lorsque j'utilisais le rabot. J'ai donc pas besoin de vous dire que je suis extrêmement content du résultat. Je suis extrêmement content des résultats que l'on arrive à obtenir avec ce rabot fabrication maison, même dans un bois qui est difficile. Pour ce qui est des réglages, c'est un rabot en bois. Donc il faut apprendre, il faut prendre son temps, il faut tapoter. Les premiers jours, c'est difficile. Dans quelques jours, je le réglerai aussi bien que mon rabot Lie-Nelson. Et vu qu'on parle du rabot Lie-Nelson, je trouve juste incroyable qu'en prenant du soin, on soit capable, avec 4 petits morceaux de bois, dont un qui était dans ma cave, c'est le morceau de buis, d'être capable de faire un rabot extrêmement performant. Tellement performant que je pense poursuivre l'aventure des rabots en bois sur la chaîne avec des rabots plus petits, avec des rabots plus grands, sûrement avec d'autres types de semelles, des choses comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez voir ces prochaines réalisations. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et là, je vous laisse avec quelques images de ce rabot. On s'est un peu amusé. Allez, bonne semaine!